On commence. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des vidéos décryptage. On s'apprête à décrypter la marque IMI, nouvellement lancée par l'ancienne Miss France Iris Mittenard. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant d'analyser cette marque puisque voilà, ça vient de sortir. Ça s'inscrit en plus parfaitement dans la lignée des marques qui appartiennent à des personnalités publiques. Donc écoutez, on y va. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Céline, alias IsNoGood sur les réseaux. Et ici, on parle beaucoup de mode éthique et d'un mode de vie plus sain en général. Et dans les vidéos décryptage, on analyse les démarches des marques de mode. Est-ce qu'elles font des efforts d'un point de vue social et environnemental? Et est-ce qu'il y a une connexion entre ce qu'elles nous racontent et ce qu'elles font vraiment? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et voir d'autres vidéos décryptage. Je vous en mets plein d'ailleurs si vous voulez en trouver dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Des vidéos décryptage, on en fait depuis 4 ans, 5 ans. Mais cette année, j'ai décidé de regarder avant tout les marques qui appartiennent à des personnalités publiques parce que je pense qu'elles ont une responsabilité, ces personnes-là. Ce sont des personnes qui bien souvent sont suivies par des millions de personnes et donc qui ont une réelle influence sur les modes de consommation. Et mine de rien, si une personne qui a beaucoup d'influence décide de créer une marque de mode qui va rémunérer correctement toutes les personnes sur sa chaîne de production, qui va choisir des matières écologiques, non polluantes, bref, qui va tenter de limiter son impact et de proposer un modèle plus vertueux, ça peut influencer d'autres personnes, d'autres marques à faire bien. Donc c'est évidemment pas pour pointer du doigt un tel a mal fait, celui-là il aurait pu faire mieux. Ces vidéos elles sont plutôt là pour remettre l'éthique et l'engagement au centre et se poser des questions. Ça sert à se questionner sur la responsabilité qu'on a les uns les autres, nous en tant que consommateurs, la responsabilité que portent les marques et la responsabilité aussi que portent les influenceurs. Alors on y va. L'analyse de IMI. Et ça fait d'autant plus sens, je trouve, que Iris Mittenard, elle prône une influence un peu plus éthique, on va dire. Elle essaye de se détacher un petit peu de l'influence de télé-réalité, etc., qui colle un petit peu à la peau du mot influence. Donc on va voir là aussi si son discours colle avec ce qu'elle fait concrètement. Donc je suis sur le site, je vais comme d'habitude commencer par aller regarder les mentions légales pour voir quel est le nom de l'entreprise qui porte cette marque. C'est la société IMI, donc exactement le nom de la marque, qui est une SAS, et on va aller voir qui la détient. Ça c'est toujours intéressant, et notamment quand on parle de marques qui appartiennent à des personnalités publiques, pour voir si elle est réellement décisionnaire dans son entreprise ou si c'est seulement l'image de la marque, si elle intervient seulement par exemple sur une forme de direction artistique ou si elle porte vraiment les choix, la responsabilité de cette marque-là. Alors, donc je suis allée voir dans Papers qui me permet d'avoir tous les éléments sur cette entreprise-là. Je viens de trouver IMI, donc c'est bien la bonne adresse, 2 rue de Monceau, c'est bien le bon Sirette, on est bien sur la bonne entreprise qui a été créée en février 2024, donc vous voyez c'est tout récent, et le dirigeant là qu'on me donne c'est Frédéric Remond. Il s'agit d'une SASU, donc ça veut dire que ce Frédéric Remond c'est le seul associé de la société. Ça veut dire qu'Iris Mittenard, elle a aucune part dans la société, éventuellement elle peut être salariée, elle peut aussi avoir des prestations en tant que fournisseur, par exemple pour délivrer une direction artistique, pour faire de la publicité autour de cette marque-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, elle n'a pas de part dans la société, elle n'est pas associée. Donc est-ce qu'on peut se renseigner un petit peu plus sur ce Frédéric Remond, par exemple? Je peux cliquer sur son nom, ça me permet d'avoir son âge, sa nationalité, très bien, mais moi j'aimerais bien savoir, par exemple, s'il est associé dans d'autres entreprises. J'ai pas l'impression. Là, en tout cas, sur Papers, vraiment, Frédéric Remond, la seule société qui est attachée à son nom, c'est la société IMI. En me renseignant un petit peu sur internet, je m'aperçois que Frédéric Remond, c'est le beau-père d'Iris Mittenard. Donc ça reste quand même en famille, c'est pas comme ça un homme d'affaires qui vient impulser une sorte de projet dans lequel Iris aurait peut-être la direction artistique et l'image. Enfin non, ça reste un petit peu en famille. On avait vu par exemple avec la marque Vrai de Vianney que sa maman était aussi dans l'entreprise, pareil avec Enjoy Phoenix et la marque Honest Mind. Bref, je trouve que quand ça reste en famille, on reste quand même sur un investissement personnel de cette personnalité publique-là. Ok, maintenant, direction le compte Instagram de la marque. Il va pas y avoir encore grand-chose à analyser, on peut juste voir le positionnement qui se traduit en une phrase « Inspiring and motivating incredible individuals ». Moi, j'aurais tendance à penser que pour être un individu incroyable, il faut quand même essayer d'avoir une consommation qui ne fait souffrir personne sur sa chaîne de production, mais c'est peut-être le cas en consommant chez IMI.
On va voir ça. Ce qu'on peut dire tout de suite en regardant rapidement les quelques photos qu'il y a, parce que voilà, c'est une marque qui vient de se lancer, donc il y a à peine 17 publications, c'est que ça va être une marque qui a l'air de se positionner quand même dans le sportswear. Donc je vois des maillots de bain, je vois des vêtements de sport. Je vous renvoie d'ailleurs à l'analyse de la marque de Sissimua, si ça vous dit. Il y a quand même beaucoup de problématiques et d'enjeux qui sont liés aux vêtements de sport. Et on en avait fait une bonne analyse par là, donc ça peut vous permettre d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur le sujet comme ça. Ce que je remarque aussi, c'est voilà, les mannequins sont filiformes. Il n'y a pas de place pour tous les corps. En tout cas, pour l'instant, dans la communication d'Imi, c'est comme ça que ça se positionne. On n'est pas sur une marque très inclusive, quoi. Ne serait-ce en tout cas que dans la représentation, parce que peut-être qu'au niveau des tailles, les gammes de tailles sont larges. Allons voir sur le site. On va commencer par About. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu les motivations qui sont derrière une marque. Parce que, à nouveau, déjà pour commencer, la base de la base, quand on crée une marque, c'est qu'il faut que la marque ce soit utile, que ça réponde à un réel besoin. Créer une marque juste pour se faire du fric et vendre des trucs, déjà, voilà, on n'est pas sur une démarche éthique et engagée. Produire des trucs qui servent à rien, ça ne pourra jamais s'inscrire dans une démarche écologique. Alors, nos produits sont conçus en France et fabriqués en Turquie. Toutes nos usines disposent de certificats sociaux et font l'objet d'audits réguliers, garantissant ainsi leur conformité à nos normes éthiques. Donc bon, on commence déjà dans le vif du sujet, c'est bien, parce que clairement, il y a des marques, et je pense justement à celle de Sissi, qui enfouissent un petit peu tout sous le tapis. Sur le conçu en France, il faut toujours faire attention. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a des personnes dans un bureau en France qui se sont dit « Bon voilà, ça en gros, ce sera donc posé sur le dessin les vêtements qu'on va faire produire ». C'est tout ce que ça veut dire conçu. Il faut vraiment faire attention à cette expression parce que les marques en usent et en abusent. Même si, à force de dénoncer, j'ai l'impression que ça commence un petit peu, voilà, les consommateurs ne sont plus dupes, et donc j'ai l'impression que ça commence un petit peu à disparaître, ce genre de pratique, mais je le vois encore. Il y a beaucoup de marques qui fanfaronnent sur le fait que leurs produits sont conçus en France. Attention, parce que très vite dans notre esprit, on a envie de penser que c'est confectionné, cousu, fabriqué en France. En fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont été imaginés en France. Mais bon, juste après, ils précisent que ils fabriquent en Turquie. Déjà, là où c'est rassurant, c'est que pour l'instant, parce que c'est que le début évidemment de la collection, il faudra regarder un petit peu comment ça évolue, mais pour l'instant il n'y a qu'un seul fournisseur, ou en tout cas qu'un seul pays qui fabrique. Pourquoi je dis que c'est rassurant? C'est parce que, vous voyez, on est sur une petite marque qui vient de se lancer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens derrière, mais je pense pas qu'il y ait une équipe phénoménale derrière. Voilà, c'est que le début. Donc une toute petite entreprise comme ça, elle ne peut pas avoir de visu sur 45 fournisseurs différents dans 13 pays différents, c'est impossible. Donc le fait qu'ils se cantonnent à un seul pays, déjà il y a quelque chose d'assez rassurant. La Turquie étant un pays où il y a quand même pas mal de savoir-faire textile, où il y a d'excellentes usines. Évidemment, il y a du moins bon, c'est sûr, mais il nous explique que ce sont des usines qui ont été auditées. Donc on va voir après peut-être que on a un peu plus d'informations là-dessus, peut-être qu'on va avoir des comptes rendus d'audit, peut-être des normes ISO, peut-être des certifications, je ne sais pas, on va voir ça. C'est vrai que c'est facile, et en plus une marque ne pourra jamais être poursuivie pour ça parce que il y aura jamais de preuves pour la poursuivre. C'est facile de dire nos usines sont auditées régulièrement. Si on n'a pas de preuves, c'est difficile pour nous de le croire finalement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire régulièrement et dans quelles conditions ? Et selon quel cahier des charges. Et juste en dessous, il justifie pourquoi est-ce qu'il passe par la Turquie. C'est parce que ils utilisent une technologie qui s'appelle le seamless, où le savoir-faire est en Turquie et pas en France ou plus près. Je vous avoue que là-dessus, on va leur faire confiance. Je n'ai pas d'expertise particulière sur cette technologie du seamless, mais disons que c'est quelque chose qui est tout à fait valable. S'il faut aller chercher quelque part un savoir-faire particulier, je trouve que c'est tout à fait justifié d'aller le chercher. Il y a quelques petits paragraphes ensuite sur les engagements, la transparence de la marque. Donc là, je suis vraiment très intéressée de voir ça, parce que à nouveau, si la marque en parle, ça va soulever des interrogations. Peut-être que la marque n'est pas parfaite à tout point de vue, mais en tout cas, le fait d'ouvrir le dialogue sur ces sujets-là, ça permet, à mon avis, petit à petit, que les gens se posent des questions et soient de plus en plus enclins à avoir des exigences. Bon, cela dit, voilà, le About Imi, tous ces petits paragraphes sur les engagements, je suis allée les chercher, c'était un petit peu planqué, donc je me doute bien que quelqu'un qui ne se pose pas déjà des questions en entrant sur le site va pas aller chercher cet onglet-là. Là où c'est déterminant, c'est la communication qui est faite aussi dans les fiches produits. Parce que là, par contre, les fiches produits,
tout le monde les voit. Mais bon, franchement, c'est déjà bien. Moi, je suis déjà contente d'avoir tout ça. D'autant plus qu'on nous met une adresse email pour aller poser nos questions sur la responsabilité sociale de l'entreprise, ses engagements, etc. Si on a des questions. Je trouve que c'est quand même une porte ouverte à la transparence et aussi quelque part que ça montre une certaine volonté d'amélioration. Peut-être que si la marque se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui leur écrivent pour demander un petit peu plus de détails sur ci, un petit peu plus de détails sur ça, parce que le produit a l'air intéressant mais que en tant que consommateur, on a envie d'avoir un petit peu plus d'informations pour être sûr que ça n'a pas été fabriqué n'importe comment, quoi, peut-être qu'ils vont choisir de donner davantage d'informations ou d'aller même de manière très opérationnelle vers des pratiques plus éthiques et vertueuses. Donc je trouve que c'est une belle porte ouverte cet email pour engager un dialogue autour de ces questions-là. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Là, il y a un petit paragraphe qui nous explique qu'ils ont des critères de conformité qu'ils soumettent en gros à leurs fournisseurs. Des critères de conformité, donc tolérance zéro sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Et ça que ça concerne l'emploi direct ou indirect, donc par la sous-traitance. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos décryptage, vous savez que bien souvent, ça peut être tout beau, tout lisse quand on regarde les fournisseurs directs, mais les conditions de travail catastrophiques, vous allez les retrouver chez les sous-traitants. Bon, alors vous savez mon avis sur ce genre de chartes éthiques qui sont données aux fournisseurs. C'est pas parce que le fournisseur s'engage à quoi que ce soit que c'est ce qui se passe en réalité. Ça n'a absolument aucune valeur. Pourquoi pas, évidemment, le faire et engager le dialogue avec le fournisseur, expliquer que c'est important, expliquer pourquoi, mais informer le consommateur de ça, ça n'a ni valeur de preuve ni de poids. En fait. Alors évidemment que quand on est une toute petite marque qui vient de se lancer, on n'a pas la capacité de contrôle sur ses fournisseurs et sur leurs sous-traitants. On en a parlé très régulièrement dans des vidéos de décryptage, mais le devoir de vigilance qui va obliger les entreprises à avoir un contrôle absolu sur leur chaîne de production, ça ne va concerner uniquement que les grandes entreprises. Parce que forcément quand on est une toute petite entreprise, déjà on aimerait bien avoir nos productions fabriquées dans les temps et voilà, on n'a pas beaucoup plus de poids que ça. Donc pourquoi pas avoir une charte éthique à faire signer à ses fournisseurs, une sorte d'engagement, mais qui va être plutôt moral, quoi. Là où on a un vrai poids en tant que marque, c'est en choisissant des entreprises qui rémunèrent très correctement ses ouvriers, c'est-à-dire non pas au salaire minimum mais au salaire vital, parce que bien souvent le salaire minimum d'un pays, quand il y en a, il est inférieur au salaire vital, c'est-à-dire au salaire qui permet simplement de vivre sereinement. Donc c'est en choisissant ce genre d'entreprise, c'est aussi en ne renégociant pas leur prix et aussi en n'imposant pas des cadences et des délais impossibles à tenir, parce que c'est surtout dans ce cadre-là que les fournisseurs font appel à la sous-traitance qui va rémunérer bien moins et qui va faire travailler les gens dans des conditions absolument catastrophiques avec des cadences intenables. Donc dans le cadre de ces accords avec ses fournisseurs, IMI exige que tous les fournisseurs certifient leur conformité, en particulier que les matériaux utilisés dans les produits fabriqués respectent les lois relatives à l'esclavage et à la traite des humains dans les pays où ils exercent leurs activités. Donc déjà, là, ça me pose un petit problème, parce que là, on parle des lois dans les pays où c'est fabriqué. Or, on sait très bien que dans ces pays d'Asie, les lois ne protègent clairement pas assez les travailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça que toute notre production elle est partie là-bas. Parce qu'on peut faire travailler des gens sans les payer correctement, parce qu'on peut leur faire manipuler des produits qui sont interdits en Europe. Ce sont des pays où le droit des travailleurs n'est clairement pas respecté, et d'ailleurs on le voit là au Bangladesh avec beaucoup d'ouvriers textiles qui manifestent. C'est réprimé dans le sang par les autorités elles-mêmes, alors qu'elles manifestent pour des droits qui sont fondamentaux. Voilà, et donc ils expliquent là que si les fournisseurs ne respectent pas ce code de conduite, ce fameux code de conduite, IMI va exiger de son fournisseur qu'il mette en place des plans d'action correctifs, et que si jamais rien ne se met en place, là, IMI envisagera de couper les ponts avec ce fournisseur-là. À nouveau, voilà, quand on est une petite marque, on n'a pas la capacité d'imposer quoi que ce soit à son fournisseur. Cela dit, on peut bien choisir dès le départ son fournisseur. Le salaire des ouvriers, c'est un excellent indicateur. Est-ce qu'ils sont tous sous contrat? Combien d'heures est-ce qu'ils travaillent par semaine? Quels sont leurs congés payés? Et pour savoir ça, on peut y aller, se déplacer soi-même. Là, il s'agit d'un seul pays. C'est pour ça que je disais au début qu'il y avait quelque chose de rassurant par le fait que ce soit un seul pays. Ça veut dire que les personnes de la marque peuvent facilement se déplacer. La Turquie, c'est rapidement évidemment relativement accessible en train. Mais bon, pour suivre rapidement Iris Mittenard de loin, je sais qu'elle prend l'avion, donc voilà, c'est même plutôt rapide d'aller en Turquie comme ça. Donc on peut aller voir, regarder dans quelles conditions les ouvriers travaillent, on peut discuter avec eux. Moi, vous me connaissez, j'adore aller visiter des usines pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment comme ça qu'on s'aperçoit que si les gens sont contents d'aller au travail le matin et ils sont contents de repartir chez eux le soir, ou sinon on fait appel à des audits avec des cabinets indépendants. Là, ils nous parlent d'audits un petit peu,
de manière assez vague, mais pas encore de, voilà, avec quel cabinet. On nous parle pas de certification, pour l'instant on n'a pas de preuves, ça reste un petit peu vague tout ça. Voilà, et c'est tout ce qu'on a finalement sur les engagements. Donc on sent qu'il y a quand même une sorte de bonne volonté, enfin une volonté en tout cas d'initier le dialogue sur ces sujets-là, mais pour moi, ça manque de preuves, notamment sur tout ce qui est les audits, les certifications, etc. Parce que ça laisse un petit peu un goût de, voilà, on leur a fait lire notre code de bonne conduite, et puis, c'est bon, nous on a fait tout ce qu'on pouvait. Parce qu'en réalité, la question c'est pas qu'est-ce que va faire le fournisseur une fois que je suis en contrat avec lui, c'est plutôt comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on s'assure qu'on travaille avec le bon fournisseur. Et c'est clairement pas en lui faisant signer un code de bonne conduite. Bon, je crois que c'est le moment d'aller voir les fiches produits. Oui, parce que vous voyez, là, je suis sur le menu principal. Si je veux retrouver ma page About, il faut que je clique sur Support, le truc qui ne donne pas du tout envie d'être cliqué. Et ensuite, c'est même en dessous du guide détail. Donc c'est pour vous dire à quel point, c'est un petit peu planqué quand même. Alors, allons voir la Shape Collection. Donc là, on est sur de la lingerie. Je pensais que c'était des maillots de bain, mais pas du tout. On est sur de la lingerie, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce produit ? Donc on est bien sur la fameuse technologie Seamless, qui est parfaite pour un confort sans couture. Ok, donc si c'est ça, la technologie Seamless, je sais que ça existe aussi au Maghreb, et il me semble en Tunisie. Ça reste quand même un petit peu plus près de la Turquie, mais bon, enfin après c'est en fonction des affinités avec son fournisseur, je suppose. Détail du produit. 72% polyamide, 28% élastane, donc c'est 100% synthétique. En même temps, on pouvait s'en douter vu l'aspect du truc, hein. Ça a l'air d'être vraiment complètement élastique. Après, c'est pas très conseillé, je vous l'avoue, de porter du synthétique contre ces muqueuses, parce qu'il s'agit bien de muqueuses, hein, que nous avons là en bas, parce que les muqueuses, elles ont cette particularité quand même assez intéressante de faire un petit peu sas entre l'intérieur et l'extérieur. Donc quand l'extérieur pour ces muqueuses c'est du 100% synthétique, c'est pas fou, et notamment quand c'est pas labellisé Ecotech Standard 100, et là comme on nous parle pas de label, j'ai bien peur que ça ne le soit pas. Alors que vraiment, pour de la lingerie, moi je vous conseillerais de limiter le synthétique, pourquoi pas qu'il y en ait un petit peu dans la composition pour être confort, enfin pourquoi pas, mais il faudrait quand même que ce soit labellisé Ecotech Standard 100. Pour rappel, c'est un label qui certifie que le produit est non toxique. Et je peux vous dire que ce n'est clairement pas inutile comme label, puisque de nombreuses études qui ont été faites sur des produits qu'on trouve dans les magasins qu'on a chez nous prouvent qu'il y a quand même beaucoup de vêtements qu'on achète qui sont toxiques, quand on les porte. Et quand il s'agit d'une zone comme ça avec des muqueuses, à nouveau, il vaut quand même mieux s'assurer. Pas de rappel là dans la fiche produit de l'endroit où c'est fabriqué, donc il fallait vraiment aller le chercher dans l'endroit où c'était un petit peu planqué. Donc voilà, c'est ce que je vous disais et c'est ce que je craignais un peu, c'est-à-dire que moi je trouve vraiment super, même si la marque n'est pas parfaite, d'engager le dialogue. Mais là en fait le dialogue, on ne l'engage qu'avec des personnes qui cherchent déjà cet onglet, donc des personnes qui sont déjà un petit peu au fait des questionnements qu'il faut avoir avant d'acheter quelque chose. Des personnes qui ont déjà pu faire le pas de recul sur ce qu'elles achètent. Où est-ce que c'est fabriqué, comment est-ce que c'est fabriqué, par qui est-ce que c'est fabriqué. Donc ça permet pas réellement à des personnes qui suivraient Iris Mittenard et qui auraient envie de la soutenir en achetant ses produits d'avoir cette prise de conscience là. Donc quelque part ça va les inciter à acheter un nouveau produit, mais pas à se poser des questions sur comment il est fabriqué. Et si la marque est réellement engagée et qu'elle a réellement envie d'avoir une empreinte positive, moi je trouve que c'est quand même dommage. Et que ce dialogue du coup avec les personnes qui pourraient ne jamais s'être posé de questions, parce que c'est facile de pas se poser de questions. On est sans arrêt incité à acheter sans prendre le temps de rien, acheter le plus vite possible. On a tous des journées qui sont très remplies avec des charges mentales qui sont prêtes à exploser. Donc c'est facile de pas se poser de questions. Mais pour autant je crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Et je suis persuadée d'ailleurs que ce qu'on appelle la surconsommation, ça ne repose presque que sur le fait que le consommateur ne se pose pas de questions avant d'acheter et qui se contente un petit peu finalement d'être manipulé par le merchandising, la publicité, la communication, parce que tout est fait pour qu'il achète
et vite. Donc voilà, pas d'infos récapitulées dans la fiche produit, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, je vais passer à cette robe longue. 95% modal, 5% élastane. Là, le modal, ce n'est pas une fibre synthétique, c'est une fibre artificielle. Ça veut dire qu'elle a été fabriquée à partir de quelque chose de naturel, du bois en l'occurrence, pour récupérer la cellulose, et qu'on a rajouté à ça beaucoup d'eau et beaucoup de chimie, comme la viscose par exemple. Faut se méfier avec ces matières parce qu'elles sont souvent vendues comme des matières naturelles, justement à cause du bois qu'il faut bien souvent pour sa fabrication, sauf que c'est souvent des matières dont le processus de fabrication est extrêmement polluant. Ça va surtout dépendre en fait du fournisseur qui la fabrique. Et avec le modal, ça déroge pas à la règle. Lenzing, la fameuse entreprise autrichienne qui fabrique le tencel, elle fabrique aussi du modal. Quand c'est fait par cette entreprise autrichienne, c'est fait selon les règles de l'art. Même si les produits chimiques sont hautement toxiques et polluants, c'est fabriqué de telle sorte que la grande majorité de ces produits chimiques sont récupérés, traités. Rien ne termine dans les sols, dans les eaux. Enfin voilà, c'est un process qui est bien encadré. Mais on retrouve aussi des fabricants de modal ailleurs dans le monde, notamment en Asie, où les process de fabrication sont bien moins encadrés et où là, vraiment, on assiste à des catastrophes écologiques. Là, on nous dit pas d'où vient le modal et c'est dommage. Pour le soutien-gorge, c'est un petit peu la même chose que pour la culotte. On est sur du 83% polyamide, 17% polyester, donc 100% synthétique. Et on ne connaît toujours pas le pays de fabrication, voire le nom du fournisseur, les audits, les certifications, pas de label Ecotex, voilà, c'est toujours un peu pareil. Pour ce tank top black, on est sur du 95% coton, 5% élastane. Donc là, je pense que voilà, on peut pas trop s'étonner qu'il y ait un peu d'élastane dans les collections de la marque IMI, parce que j'ai l'impression que c'est une marque qui a envie de se positionner un petit peu comme Skims. Vous savez, la marque de Kim Kardashian, qui, à ce propos, je vous avais fait un réel sur le sujet que je vous remettrai si vous voulez dans la barre d'infos. Elle est notée à ras les pâquerettes dans l'enquête sur la transparence que Greenpeace fait tous les ans ou tous les 2 ans. Donc vraiment une marque dont tous les influenceurs raffolent, j'ai l'impression, je vois passer ça partout, mais vraiment, que ce soit en termes de choix des matériaux, en termes de transparence, de choix sur les chaînes de production, vraiment Skims, c'est zéro pointé. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression en tout cas que cette collection-là, ça s'inscrit un petit peu dans cette mouvance des vêtements qui sont près du corps, qui sont assez invisibles, etc. Donc voilà, bien souvent, on n'a pas cet aspect-là sans élastane. Cela dit, moi, si je peux vous conseiller une marque qui s'inscrit un petit peu dans cette mouvance-là, c'est Minastorm. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien dans la barre d'infos. C'est un petit peu le même genre d'offre, sauf que le coton est bio, la confection se passe au Portugal dans des ateliers qui sont certifiés, et ça depuis le début. Voilà, donc à nouveau, on peut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu d'élastane, même si c'est toujours un petit peu regrettable qu'il y ait du synthétique. Déjà parce que quand on est sur une composition qui est mélangée comme ça, on ne sait pas trop encore recycler ce genre de tissu. C'est quand même dommage parce que du coup ça se termine où? Je vous laisse voir. Et puis les matières synthétiques, on commence à le savoir, quand on les lave, elles relâchent des microparticules de plastique qui finissent dans les océans. C'est en train de devenir un problème. Voilà, on est de plus en plus au courant. Aujourd'hui on chiffre à 35% la quantité de plastique dans les océans qui provient du textile, voilà, je vous laisse imaginer, intégrer ce chiffre. Et bien souvent, en plus, ça vient, je trouve, détériorer la durée de vie du produit. Bien souvent, c'est les fibres synthétiques qui vont commencer à sortir dans un vêtement à peu près composé comme ça, vous voyez, 95% coton, 5% élastane. Quand vous l'utilisez régulièrement et vous le lavez donc souvent, au bout, je sais pas, peut-être de 4-5 ans, vous allez commencer à voir les fibres synthétiques qui sortent du tissu, c'est des petites fibres blanches. Ça, vous voyez, c'est directement dans les océans, tout droit. Là, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ait aucune information sur le coton. D'où vient-il? En sachant que le coton, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur sa provenance. Notamment, est-ce qu'il a été fabriqué en Chine dans des camps de concentration ouïghours? C'est quand même plus de 50% du coton qui est vendu dans le monde qui est fabriqué là. Il y a beaucoup d'esclavage dans les champs de coton aussi, des problématiques avec les OGM, avec les pesticides utilisés dans les champs de coton. Bref, il y a vraiment beaucoup de problématiques qui sont liées à cette matière et là, il n'y a pas d'infos. Le jogging, 65% coton, 35% polyester. Là, vous voyez, c'est quand même un petit peu dommage parce qu'on aurait pu être sur une composition 100% coton. Éventuellement, parfois, les marques rajoutent 5% de polyester parce que ça vient adoucir le tissu. Mais là, on est sur du 65-35, c'est clairement pour diminuer le coût du produit. Et donc, on se retrouve quand même avec un jogging qui a une forte part de matière synthétique. Dommage. Le Crop Crew Black.
Donc, 87% polyamide, 13% élastane. Donc là, on est vraiment sur un vêtement très typé sport, donc on comprend l'usage de matières synthétiques qui pourraient être recyclées, qui pourraient être certifiées Ecotech Standard 100 à nouveau. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon. C'est pas dingue. Je ne vous cache pas que j'avais vraiment de l'espoir en commençant cette page About IMI parce que, bah voilà, le dialogue était ouvert. Mais voilà, en faisant un petit pas de recul, je m'aperçois qu'en fait, moi, si je suis sur cette page, c'est parce que j'ai vraiment envie de la trouver. Donc le dialogue, il est pas si ouvert que ça. Et finalement, dans les fiches produits, on n'aborde pas du tout la question des chaînes de production. Moi, je trouve que cette rétention d'informations, ça veut aussi dire que la marque, elle est pas tellement fière du choix de fournisseur qu'elle a fait. Parce que quand on prend du temps à choisir son fournisseur, parce qu'on est allé le voir, parce qu'on a vu, parce qu'on a des images, parce qu'on a des retours d'audit, parce qu'on sait que les personnes qui y travaillent sont traitées correctement, rémunérées correctement, alors que c'est clairement pas la norme dans cette industrie, ben je peux vous dire qu'on est fier de le dire et qu'on est fier de le montrer. Et plus les entreprises feront des efforts et seront fiers de les montrer, plus ça va engager les autres à faire pareil. C'est à nous d'exiger des preuves aussi, ça devrait être un argument de vente tout ça. De préférer une entreprise qui va faire beaucoup d'efforts, qui va aller contre vents et marées pour trouver le meilleur fournisseur, à une entreprise qui finalement va essayer de se tirer la plus grande marge possible, vendre le plus possible, sans faire trop attention à tout ça. Et après, c'est l'effet boule de neige. Si les marques, elles favorisent davantage les fournisseurs qui payent correctement leurs ouvriers et qui encadrent bien les process de fabrication, bah, tout le monde, petit à petit, va se mettre à faire pareil. L'offre et la demande, elles sont constamment imbriquées. La demande, elle a un énorme pouvoir sur l'offre. Ça, il faut pas l'oublier. Au niveau des choix des matériaux, il n'y a pas encore de réflexion apparente qui a émergé, en tout cas. Il y a beaucoup de synthétiques, et on comprend pourquoi, mais qui pourraient par exemple être recyclés, qui pourraient être là dans de moindres proportions. On pourrait rechercher du coton, soit recyclé, soit certifié bio. Le label Ecotech, à nouveau, surtout pour des vêtements qu'on va porter près du corps. Bref, il y a encore plein de progrès à faire. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous aimez suivre Iris Mittenard, que vous soutenez son travail, n'hésitez pas aussi à lui dire si vous avez des préoccupations sur ses chaînes de production, sur ses différents choix, n'hésitez pas à lui poser des questions, toujours dans la bienveillance évidemment, parce qu'on fait bien ce qu'on peut et en temps voulu, mais c'est vraiment en exprimant ses questionnements, ses exigences, et toujours dans le respect de l'autre, que petit à petit, bah, la machine va se mettre à fonctionner. Bon, après j'ai eu vent pour d'autres marques que quand on posait des questions dans les commentaires sous les posts, ils étaient systématiquement supprimés. Là, on est peut-être sur un autre problème. J'espère que cette nouvelle vidéo de décryptage vous a plu. N'hésitez pas, s'il y a des marques que vous voudriez qu'on analyse ensemble, à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.